Et quelle surprise, à finale de saison qui me pose quelques problèmes. Et honnêtement, je vais dire un truc, ça doit être celui qui me pose le moins de problèmes par rapport aux 4 premières saisons, pour l'instant en tout cas, parce que je trouve que ça a amené pas mal de choses intéressantes, et pour une fois, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait une conclusion d'arc, quelque chose qui se terminait, quelque chose qui tendait à commencer à la fin de cette saison, ce que j'ai pas ressenti dans les 3 premières saisons. À part pour Daenerys, et c'est ça qui est assez ironique, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais l'arc de Daenerys, c'est le seul qui donne l'impression de se poursuivre sans conclusion du moment ou quoi que ce soit. C'est juste, ah tiens, il y a ça qui se passe, ça poursuit un peu ce qu'elle fait, et puis voilà. C'est le seul arc qui donne cette impression-là. Le reste des arcs donne vraiment une impression de conclusion de quelque chose. Et ça me manquait un peu dans les épisodes de fin de saison, donc j'avoue que sur ce point-là, ça fait plaisir. En tout cas, donc, on va parler de divers trucs, puisqu'on s'intéresse à énormément de choses. Mais on va commencer là où s'était arrêté l'épisode précédent, puisque ce qui se passe autour de Mance, ça va se conclure un petit peu. Parce que oui, c'est clair et net que la menace principale, c'est pas tant les sauvageons que les marcheurs blancs. Et j'ai le sentiment que, vu ce qui est mis en place, on va enfin se centrer en détail sur le conflit avec ceux-là. Ça serait cool, parce que c'est vrai qu'ils sont instaurés depuis l'épisode 1, quoi. L'intro de la saison 1, épisode 1, c'était ça, un marcheur blanc qui arrivait et qui faisait des trucs vraiment, vraiment malfaisants, malsains. Hein, malfaisants peut-être pas, mais malsains qui faisait un peu froid dans le dos. Là, j'ai l'impression que ça va enfin venir. Et ce serait cool que ça vienne enfin. Dans tous les cas, ouais, ça se poursuit là où ça s'était arrêté, avec Jon Snow qui marche direction le camp de Mance, sous les yeux de ses compagnons. Et ouais, donc il arrive au camp, et j'ai pas l'impression qu'il soit 100 000. D'ailleurs, il y a un truc qui appuiera ça davantage, j'y viendrai. Et ouais, quand il se présente, il veut parler à Mance qui accepte de lui parler. Et ils discutent un petit peu du peu de choses qu'ils ont vécu ensemble, parce que bon, ils se sont pas rencontrés pendant très longtemps, quoi. Ils ont eu 2-3 épisodes durant lesquels ils ont un petit peu discuté, et après c'était parti pour la mission avec Ygritte et compagnie, donc ils se sont pas parlé très longtemps, et où ils discutent un petit peu de ce qui s'est passé avec Ygritte justement, et surtout du fait que Mance veut pas de mort inutile. Apparemment c'est vraiment quelqu'un qui veut juste la paix et le bien-être pour les siens, quoi, parce qu'il sait que au-delà du mur, au nord du mur, c'est pas une vie. Et ce qu'il voulait en fait, c'est passer, c'est tout ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça qu'il essaye de parlementer un petit peu avec lui en disant mais tout ce qu'on vous c'est passer, quoi, vous nous laissez passer, on vous tue pas. Alors c'est bien joli tout ça, mais si une fois de plus c'est moyennement appuyé par le fait que vous teniez à mettre en place en avant une tribu qui est super violente et qui bouffe des gens après les avoir tués. C'est un peu ça le truc qui me pose problème. Ça a l'air d'être de quelqu'un de très pacifique, mais j'ai le sentiment que ceux qu'il a envoyés en reconnaissance derrière le mur, c'était genre les pires à choisir, quoi. Hein. Les Ten, et même ses représentants avec Ygritte et compagnie. Ygritte, il a peut-être un peu suivi le mouvement, mais tous les autres, ça les dérangeait pas de décimer des villages alors qu'ils leur ont rien fait. Alors bien entendu, je sais que c'est une tactique, hein, allez pas me prendre de haut en commentaire par rapport à ça. Je sais que c'est une tactique pour essayer de débusquer les soldats de la garde de nuit, histoire d'avoir un avantage. Bon, c'est quand même une tactique ultra vache et sanglante. Et ça a l'air d'être moyennement ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il voilà, il y a quand même certaines dissensions au sein de ce grand groupe qu'il a instauré. En tous les cas, ouais, ça changerait au fait que le but premier de Jon Snow, c'était de venir tuer Mance par surprise, et étant donné qu'il a été très sympa de l'accueillir pour discuter un petit peu avec lui, parlementer avec lui, il a une petite occasion de le faire, même s'il s'en rend compte. Cela dit, tout ça est stoppé, totalement arrêté par l'arrivée des troupes de Stannis. Et oui, alors ça c'est un truc auquel je m'attendais un petit peu quand j'ai vu l'épisode précédent. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va arriver et sauver tout le monde, Stannis? Et il y a sa grande intervention salvatrice, etc. Et ben non, en fait, il arrive 5-10 minutes après. 10 minutes après la grande bataille de l'épisode précédent, il arrive. Et à la limite, je me demande pourquoi vous avez mis ça en place
cette espèce de moment où il dit allez, je vais me sacrifier, montrer mon courage et tuer Mance pour pouvoir permettre à la garde de nuit de survivre, etc. Pour qu'en fin de compte, 10 minutes plus tard, Stannis vienne tout régler. À ce moment-là, vous auriez pu faire en sorte qu'il vienne tout régler à la fin de l'épisode précédent et ça aurait été pareil. Ah, c'est pareil. Voilà, j'ai un petit souci, un léger souci que j'ai avec ça. Malheureusement, ça gâche en rien ce que j'ai ressenti dans l'épisode précédent, mais ouais, c'était pour le faire intervenir aussi peu de temps après. C'était pas non plus nécessaire de mettre ça en place. Mais bon, c'est histoire de mettre en avant les intérêts de Mance, ce qu'il veut de façon claire. Et ok, très bien. Il n'y a pas besoin de cette conversation à cœur ouvert, entre guillemets, entre lui et Jon Snow pour ça, mais ok. En tout cas, ouais, Stannis arrive, et apparemment, il a débauché une armée suffisamment grande pour vaincre une armée de 100 000 sauvageons, dont des géants, je rappelle, et on en voit pas tant que ça, on voit pas beaucoup de géants par rapport à ça. Bon, il dit que c'est parce que le géant qui a été tué à la porte du mur, c'était leur chef, leur roi. Et j'ai envie de dire, ouais, pourquoi t'envoies le roi des géants en reconnaissance, merde? C'était quoi? C'était un truc en reconnaissance pour jauger un petit peu le niveau de l'ennemi. T'envoies pas le roi, c'est complètement con ça. Niveau tactique, c'est pas... c'est pas super intelligent, hein. Mais ouais, je sais pas, peut-être qu'il s'est porté volontaire, c'est un roi très honorable, sans doute. On n'en saura pas plus, j'ai le sentiment qu'on va pas se pencher très en détail sur l'historique des géants dans cet univers, hein. J'ai le sentiment qu'on va pas se pencher très en détail là-dessus. En tout cas, ouais, Stannis arrive avec sa grande armée qui arrive à défaire une armée de 100 000 hommes, semble-t-il, ce qui se ressent moyennement dans la mise en scène. Je veux dire, ils essayent vraiment de mettre les moyens pour donner l'impression que c'est un peu grandiose, quoi, l'armée qu'il a mis en place, etc. Mais ça donne pas vraiment l'impression d'être une armée gigantesque qui peut défaire 100 000 hommes qui étaient restés dans le coin à attendre, quoi. Ça donne pas trop cette impression-là. L'échelle se ressent moyennement. Ils font les efforts, et honnêtement, je sais que ça peut paraître mesquin de ma part, c'est un peu mesquin, parce que voilà, c'est quand même bien foutu pour ce que ça représente, hein, c'est un détail du scénario, et donc ouais, ils ont quand même mis des efforts là-dedans. Mais je vous cache pas que quand on me dit 100 000 hommes qui doivent se faire défaire comme ça, je m'imaginais quelque chose d'encore plus grandiose que ça, quoi. Enfin bon, hein, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Hein. Je vais pas trop en vouloir à la série pour ça. J'imagine qu'ils ont essayé de respecter les nombres qu'il y avait dans le bouquin. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour donner cette impression-là. En tout cas, ouais, Stannis gagne. Tue une partie des troupes, capture l'autre. Surtout grâce au conseil de Jon Snow qui le reconnaît vaguement comme roi, même si pas trop, mais il lui apporte le respect qu'il mérite pour épargner les autres et les garder prisonniers, dont Mance. Il y a même l'autre gars, là, le chef, qui était avec lui pendant la saison 3 et ouais, ils sont tous soignés, enfin ils sont tous arrêtés, on les tue pas. Sans doute, peut-être qu'ils se montreront utiles par la suite, nous verrons bien. Et ouais, on ne va pas en discuter plus de ça pour l'instant. J'imagine que dans la saison 5, on va aller en détail sur pourquoi ils sont là et leur grande guerre contre les marcheurs blancs. Et pour l'instant, ouais, ils sont juste là pour venir sauver et pour mettre en place le fait que ça se regroupe. Elle se regroupe enfin. Stannis, Davos et même sa petite famille avec Mélisandre sont là. Ils vont se retrouver à Château-Noir et donc on va voir des groupes qui se regroupent. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous cache pas, hein, ça fait plaisir à voir. D'autant plus qu'apparemment ils vont pas tarder à être rejoints par un autre personnage. J'en parlerai dans pas longtemps de ça. Et ouais, avant de finir de parler de ça, il y a eu un autre moment assez fort par rapport à ça où ils finissent par brûler leurs cadavres. Étant donné que bon, la grande bataille a eu lieu dans la demi-heure qui a précédé ça, il y a tous ces cadavres à brûler pour éviter qu'ils se transforment en zombies des marcheurs blancs. Et voilà, il y a des moments assez forts lorsqu'ils brûlent tous les soldats morts pour protéger le château, dont donc ceux qu'on a suivis dans l'épisode précédent. Et il y a même une petite séance de crémation individuelle pour Ygritte de la part de Jon Snow, qui lui dit au revoir une dernière fois. C'était des moments assez forts, je reconnais. C'est deux éléments qui se regroupent bien.
Voilà, j'ai bien apprécié ça. C'est juste le côté, ouais, 100 000 hommes et tout, ça se ressent moins égal, je vous cache pas. C'est le détail, c'est juste le détail, c'est pas grand chose. Alors, en tout cas, ouais, du côté de Daenerys, donc, comme je l'ai parlé, il va se passer quelques petits trucs qui font juste suite un petit peu à ce qu'elle a mis en place, donc rien de, rien de très conclusif, et c'est la seule chose où il n'y a pas de grandes conclusions qui donnent l'impression qu'on est à une fin de saison. Elle doit une fois de plus faire face à la complexité de son petit putsch avec un ancien esclave très âgé qui s'est tellement habitué à ses maîtres et qui est mal vu par les jeunes esclaves qu'il en a envie de continuer à servir ses anciens maîtres. Donc, j'imagine que c'était pas un de ses maîtres qui a été crucifié il y a quelques épisodes de ça, mais voilà, c'est histoire de montrer une fois de plus que c'est pas simplement en envoyant bouler les maîtres que les esclaves tout d'un coup vont tous s'affranchir et la vie sera belle, etc. Ça sera pas aussi simple. C'est exact de pointer ça. Et donc elle doit faire encore une fois de plus quelques concessions en permettant à quelques anciens esclaves d'avoir des contrats comme travailleurs pour leurs anciens maîtres. Ce qui veut dire qu'ils resteront un peu leurs esclaves, mais pas sous ce terme-là. Vous voyez, c'est ce genre de concession un petit peu vache à faire, mais elle est un petit peu obligée. J'aime bien ça, une fois de plus. J'aime le fait qu'on appuie la complexité d'un système et que c'est pas juste en balançant ses bonnes valeurs dedans que tout s'arrange. Il faut faire des efforts, il faut arriver à s'y adapter, à mettre en place le changement, tout en essayant de garder en place la bonne mentalité, les idéaux qu'on a avec. Et c'est une fois de plus une chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et autre chose assez importante, c'est le fait que un de ces dragons, qui s'appelle Drogon le dragon, a calciné une petite fille de 3 ans. Et elle est pas très joueuse cette idée-là, hein, ça lui fait pas très plaisir. Et elle se dit, ok, mon dragon Drogon, c'est fait un petit peu des siennes et c'est difficile à contrôler. En attendant, je vais enchaîner mes 2 autres dragons pour pas qu'ils se baladent comme ils veulent et fassent du mal à leur insu. C'est un moment assez fort où elle se dit qu'elle peut pas laisser ses fils en liberté comme ça, qu'elle doit un petit peu les contrôler, les enchaîner malgré ce qui se passe, sachant qu'il y en a un qui est toujours dans la nature et qui risque d'être difficile difficile à apprivoiser. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal, ça appuyait ce qui était instauré en début de saison, comme quoi ces dragons ils font leur crise des dos maintenant, hein, ils sont beaucoup plus difficiles à gérer. Du côté du Nord-Nord, on suit Bran qu'on avait plus vu depuis l'épisode 5, donc ça fait plaisir, et qui arrive enfin à son art, l'art de sa vision, où il y a la corneille. Seulement voilà, au moment où il arrive, il y a des squelettes qui sortent de terre. On va les attaquer. J'espère qu'on aura une explication un petit peu à ce que ça signifie. Est-ce que c'est d'autres recrues de la légion des marcheurs blancs, en plus des zombies, on peut aussi contrôler des squelettes? Je ne sais pas, c'est pas clair. En tout cas, ils se font attaquer. Il y a Bran qui prend le contrôle d'Hodor parce que Hodor est pas fichu de se contrôler très bien. Alors ça, c'est un argument qu'on m'a dit en commentaire, c'est-à-dire comme quoi, pourquoi il pouvait pas se sauver lui-même de ses chaînes. Et ben en fait, c'est qu'il est un peu trop simplet pour arriver à bien se concentrer sur les choses à faire. Ce qui fait qu'il avait clairement la force de faire ça, seulement il n'avait pas la tête bien concentrée là-dessus. C'est pour ça qu'il arrivait à le faire lorsqu'il était contrôlé par Bran. Et là, c'est pareil, il se bat plutôt bien face au squelette lorsqu'il est contrôlé par Bran. De même que la sœur de Newt. Par contre, Newt, ça va pas bien se passer pour lui. D'ailleurs, je vais essayer de me souvenir de son vrai nom dans cette série pour en terminer, puisque c'est sa dernière apparition, Jojen, si je ne m'abuse, Jojen, qui se fait donc poignarder par un des squelettes en plein combat. Et ils se font sauver par une espèce d'enfant mage. Enfin, je sais pas si c'est mage ou alchimiste, j'ai pas trop fait gaffe. Il me semble qu'il a des espèces de bouteilles qui balancent pour enflammer, faire exploser les squelettes. Il leur dit, suivez-moi dans ma grotte, vous serez sauvés, et ton frère est foutu. Hein. Soit tu meurs avec lui, soit tu nous accompagnes. Très sympa pour la fille. Et donc, ouais, elle décide à contre-cœur de laisser son frère, qui meurt
Est-ce qu'il va être transformé en zombie, lui, ou est-ce qu'ils auront l'occasion de le brûler? Je ne sais pas, nous verrons peut-être dans l'épisode, dans un futur épisode. Ils sont donc menés à, je ne sais pas si c'est une grotte ou l'entrée à la base du tronc, j'ai pas trop fait gaffe en détail où ça se situe exactement, où les squelettes ne peuvent pas passer, c'est-à-dire qu'ils essayent d'entrer, mais dès lors qu'ils mettent un pas dedans, ils explosent. Donc voilà, il y a une histoire de bien contre mal, magie de la lumière, etc. Sans doute. Enfin, on verra ça en détail. Et c'est là que Bran finit par rencontrer enfin le type qu'il a appelé sous cette forme de corneille à 3 yeux, qui est une espèce de père Fouras. Honnêtement, je me suis dit, oh mais père Fouras, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te donner l'énigme, Bran, comme ça tu pourrais avoir plus de puissance. Par contre, si tu te trompes, tu n'auras pas la clé. Excusez-moi, le look c'était trop ça pour moi. Et ouais, ça se termine plus ou moins là, comme quoi il a été appelé ici, il y a de grands projets pour lui. Et on n'en sait pas plus pour l'instant, nous verrons bien, nous verrons bien. Voilà, c'est un début de quelque chose. Il atteint enfin le but qui s'était fixé, Bran, c'est-à-dire trouver cette arme pour savoir quoi faire exactement, quel est son destin là-dedans. Et ben on découvrira ce destin dans la saison 5. Ok, c'était pas trop mal, ça concluait bien un petit peu ce périple qu'ils ont mis en place. Et j'espère qu'on donnera un début d'explication au squelette quand même. Hein. Pas dire, oh, c'est une manifestation comme ça, j'espère qu'on donnera un début d'explication quand même. Cela étant, c'était pas mal. Alors, puisqu'on en a parlé des filles Stark, on va parler d'Arya. D'ailleurs, au passage, on ne verra pas du tout ce qui se passe à Ozeria avec Sansa et compagnie. Je m'attendais à ce qu'on montre un peu quelque chose là-dessus, parce qu'on montrait à peu près tous les arcs, et je crois que c'est à peu près le seul arc. Avec Ramsay et compagnie aussi, on voit pas Ramsay et Theon là-dedans, qui sont poursuivis. Enfin bref, Arya est repartie sur les routes avec Sandor. Alors, petit truc par rapport à ça, je me doute que si elle n'a pas décidé de rester, c'est parce qu'elle ne sait pas que sa sœur est dans les murs, parce que c'est censé être un secret, donc c'est logique. Euh, Par contre, je comprends pas très bien exactement pourquoi Sandor continue de l'accompagner. Et ouais, c'est un léger souci pour moi, surtout par rapport à ce qu'on essaye de faire après. C'est-à-dire que là, on voit sa rencontre avec Brienne. C'est-à-dire que Brienne part direction les Aériers, elle en repart, l'autre qui se croise en chemin, donc c'est... Je trouve que ça fait un peu grosse coïncidence quand même, parce que c'est pas comme s'il y avait un seul chemin, mais bon, c'est beaucoup moins gros comme coïncidence que ce qu'il y avait il y a quelques épisodes, lorsqu'ils ont su qu'Arya était en vie, c'est quand même beaucoup moins gros que ça. Et ouais, donc, Brienne tombe sur Arya après qu'elle et Podrick se soient fait piquer leurs chevaux par je ne sais pas qui. Des voleurs de passage, j'imagine. Et voilà, quoi. Elle met un peu de temps à la reconnaître, mais en voyant que le limier est avec elle, elle se dit, ah, c'est elle, Arya. Et c'est là qu'il y a une confrontation entre elle et Sandor, parce que Sandor dit qu'elle n'a pas besoin d'elle, qu'elle a sans doute été achetée par les Lannister et donc on ne peut pas lui faire confiance. Ce qui est vrai que dans les apparences sont pas vraiment pour elle. Elle a une épée avec le pommeau doré qui semble clairement venir des Lannister et elle ne nie pas parce que oui, elle est quelqu'un de très honnête, peut-être un peu trop honnête. Et donc elle a beau défendre et dire la vérité, on a du mal à la croire, surtout Sandor qui... Alors ça c'est un truc avec lui, il semble s'être attaché à elle et pas vouloir la lâcher. Alors que, une fois de plus, maintenant que Lisa n'est plus, il ne doit plus y avoir une seule option pour elle. Enfin, pour la vendre, je veux dire. Hein. Tiens, je vous la rends si vous me payez quelque chose. Il ne doit plus y avoir une seule option pour lui par rapport à ça. C'est un souci que j'ai. C'est un souci que j'ai. Est-ce que vous voulez vraiment insinuer qu'ils ont noué un lien suffisamment fort pour qu'ils décident de l'accompagner et de la protéger pour rien? J'ai du mal là, j'ai du mal. Enfin bref, quoi, il dit non, 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 elle veut pas de toi, et puis c'est là qu'il y a le grand combat entre elle et lui, où j'avais vraiment un peu mal au cœur de voir ça, mais c'était fait exprès, rassurez-vous, parce que j'aimais beaucoup les deux personnages, et je voulais en voir crever aucun. Je voulais clairement en voir crever aucun, ce qui fait que chaque coup, chaque fois que, ouais, c'était vraiment à deux doigts de se tuer pour de bon, etc., c'était très violent, déjà, c'était très bien foutu. Et ouais, j'avais peur, je voulais en perdre aucun des deux. Mais bon, il y a un des deux qui doit très certainement en finir. Alors, je dis très certainement parce que j'ai mis un micro-doute quand même. Mais bon,
Sandor finit par se battre après un combat super violent avec Brienne, qui finit par le balancer d'une petite falaise. Enfin bon, pas grand chose quoi, ça le tue pas tout de suite, mais il est super blessé, il peut plus se déplacer, il saigne de partout, il les voit crever dans le coin, et une fois que Brienne a gagné, en étant super amochée elle aussi, elle essaye d'appeler Arya, mais Arya veut pas la suivre parce que elle fait confiance en personne et c'est tout à fait compréhensible dans sa situation. Hein. Et c'est difficile pour elle de vouloir se jeter dans les pattes de cette femme qu'elle ne connaît pas. Il y a un petit côté fataliste, mauvaise circonstance qui est assez prenant à ce niveau-là, je reconnais. Et alors que Brienne l'appelle et qu'elle répond pas en se cachant un petit peu, elle décide de repartir voir Sandor qui est donc agonisant. À nouveau, semble-t-il, parce qu'on ne le verra pas mourir directement, donc il y a peut-être une micro-chance qu'il survive. Je sais pas, je garde ça dans un coin de ma tête, mais j'ai quand même du mal à voir comment, hein. Mais c'est pas impossible dans l'absolu. Il est vraiment agonisant au point de vouloir qu'elle le tue. Et Arya ne le fait pas, parce que apparemment elle a pas beaucoup de pitié pour lui. Elle lui pique sa petite bourse d'or, histoire de faire un rappel, j'imagine, à l'épisode où, ah tiens, il va pas tarder à crever, il aura plus besoin de son fric, j'imagine que c'est pour lui rappeler ça. C'est pas mal si c'est pour faire ça. Et après, un moment assez fort où il essaye d'abord de l'énerver en rappelant un petit peu ce qu'il a fait, par exemple tuer le fils de forgeron qui était son pote dans la saison 1, etc. Et après, il la supplie pour qu'elle mette fin à ses souffrances, elle le fait pas. Elle prend son sac et elle se tire en décidant de, de continuer le chemin toute seule. Sur le même cheval que lui, j'imagine. Hein. Donc, ouais, elle s'est chevauchée, elle se débrouille bien pour chevaucher. Ça, c'est un truc aussi, j'en parle pas trop, mais c'est évident, c'est toujours un problème quand on suit des personnages jeunes, d'enfants, qui doivent suivre une histoire sur une durée de temps qui est pas aussi longue que celle de la durée de production. Il y a ce léger problème d'immersion avec les acteurs qui grandissent plus vite que leurs personnages. Et c'est clairement le cas avec Sansa. J'en ai pas parlé, mais il y a 2 épisodes de ça, quoi, quand elle met sa robe comme quoi elle s'est un petit peu épanouie, etc. C'est clairement pas une fille de 14-15 ans, hein. Mais l'air pas une seule seconde, hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Bran aussi, vraiment, quoi. Ça passe, ça se voit moins, mais on voit quand même clairement qu'il a grandement grandi entre la saison 1 et la saison 4, hein. Mais vraiment, hein, beaucoup plus que la durée de la période de temps qui est mise en place. Mais pour Arya, alors je sais pas si ça vient de l'accoutrement ou de l'actrice en particulier, mais ça se ressent très peu. Elle donne vraiment l'impression d'avoir juste grandi ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 4. Et ouais, c'est assez... c'est ce qui la rend, je sais pas, un détail qui la rend un tout petit peu plus, un chouïa plus prenante à suivre, visuellement parlant, que les autres, je trouve. Parce que vraiment, elle donne pas l'impression d'avoir trop grandi en âge, quoi, celle-là, contrairement à ceux qui représentent ses frères et sœurs, avec Bran et Sansa. Voilà, c'est une histoire de tir, ou peut-être que c'est son accoutrement qui aide aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas un accoutrement qui met en avant les formes féminines. J'avoue, ça aide, ça aide. C'est pas impossible que ce soit ça. En tous les cas, quoi, elle décide de partir seule vers le nord, parce qu'il lui reste plus rien, en gros, quoi. Il n'y a plus que Jon Snow, donc elle veut partir vers le nord, elle se rend à un port du coin, où elle a envie d'être conduite au nord, là où se trouve le mur, etc. Et le responsable lui dit « Attends ma petite, moi j'y vais pas, hein. Tu peux me payer tout ce que tu veux, moi je vais pas là. Hein. Par contre je vais à Bravos, là où je suis né, à ma terre, etc. Et c'est là que ça fait tilt dans la tête de Arya. C'est une grosse coïncidence qui l'arrange bien parce que elle a pile poil la pièce que lui avait donnée l'homme à la fin de la saison 2, hein, donc ça commence à dater un petit peu, et qui lui avait dit de montrer à quelqu'un qui était originaire de sa contrée pour faire en sorte qu'il lui accorde quelque chose. Et c'est ce qu'elle fait. Ah, tenez, j'ai une pièce pour vous, ça vous plaira peut-être. Et elle dit, le mec dit, je vois ça, Valar Morgulis, tout ça, hein, c'est le terme qu'elle dit, ouais. Je comprends, ouais, très bien, on va vous amener au nord, ma tête. Donc elle poursuit son chemin tout seul, et si ça a l'air bien parti pour, elle va enfin retrouver Jon Snow.
quelqu'un, des frères et sœurs qui se retrouveront enfin, ça ferait tellement plaisir. C'était un peu ce qui était prévu à la fin de la saison 1, quoi. Si enfin, dans le début de la saison 5, elle retrouvait enfin Jon Snow, je vous jure, ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. J'ai des doutes par rapport à ça, je sens que ça se fera pas, mais ça me fera plaisir si ça se fait. Bien, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à parler de ce qui se passe à Port-Réal, où donc on va y avoir un peu de grosses facilités, je trouve, j'ai en parlé il y a pas longtemps, mais on va d'abord se centrer un petit peu sur Cersei, qui déjà assiste à la guérison de la montagne, qui apparemment s'est fait transpercer par une lame imbibée de poison, donc il a l'air d'être bien parti pour crever, mais il y a le... Alors je ne me souviens plus, il était déjà présent à la fin de la saison 1 ou dans la saison 2, je sais plus exactement. L'ancien maître qui est revenu et qui se montre plus utile que le maître Pycelle en disant ouais, je connais peut-être un moyen pour le guérir. Il en sera changé, mais ça devrait sans doute marcher ma technique. Pycelle se fait donc mettre en PLS, si vous me permettez l'expression, je vais pas la dire souvent celle-là, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire en plus. Bref, et donc ouais, il est un peu plus mis en avant. J'imagine que c'est le genre de choses qui font en sorte que ce personnage aura un peu plus d'importance par la suite. J'avoue que c'est particulier, c'est particulier. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce que je raconte, c'était pas dans la saison 2, c'était la saison 3, fin de la saison 3, avant que Jaime vienne sauver Brienne. Là, il a cette discussion avec ce maître-là, donc cet ancien maître-là. Donc voilà, c'est bien exploité ces personnages que vous avez mis en place. En tout cas, ouais, Cersei, après ça, décide de confronter un petit peu son père parce que elle veut toujours pas épouser Loras, bordel de merde. Et la raison pour laquelle elle fait ça, c'est pas tant parce que Loras le dégoûte, que parce que si elle épouse Loras, elle sera un peu forcée de l'accompagner dans son pays. Et à ce moment-là, son fils Tommen sera un peu manipulé par Marjorie et par Tywin. Et elle veut pas qu'il se retrouve pris dans cet étau-là, elle veut être là pour l'accompagner, le soutenir. Donc, c'est assez fort de sa part. S'il y a bien un truc que j'apprécie chez Cersei, à défaut d'autre chose, c'est le fait qu'elle est vraiment très attachée à ses enfants. D'un point de vue qui peut forcer le respect, et elle s'est montrée un peu de compassion envers les gens qui perdent leurs enfants aussi, comme ça a été montré au début de la saison 1. Ça, c'est un trait de caractère qui est bien gardé avec elle, et vraiment cette attache à ses enfants, surtout maintenant que la seule personne, le seul enfant à elle qu'elle peut protéger maintenant qu'il lui reste, c'est Tommen. Elle veut vraiment à ce point rester ici, et elle menace même Tywin d'avouer la vérité de la rumeur comme quoi c'est bien Jaime, le père de ses enfants, et par Robert Baratheon, force de caractère. Ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti un peu de sympathie pour le personnage, là elle le fait bien passer. Ok, vraiment, très bien, nickel. Elle a aussi un petit passage avec son frère pour bien appuyer le fait qu'elle elle est prête à rester avec lui envers et contre tout. Et j'ai le sentiment que ça fait un petit peu parallèle, reprise de ce qui avait été dit dans l'épisode 2 de la saison 1, il me semble, lorsque Jaime lui a dit « Je m'en fous qu'on découvre notre secret, je serais prêt à tuer tout le monde pour qu'on soit ensemble ». Apparemment, elle a l'air d'être prête à embrasser ça elle aussi, c'est-à-dire que elle s'en fout maintenant que tout le monde sache, elle veut juste être avec lui. Ok, donc il y a une espèce de boucle qui se fait, j'imagine, par rapport à ça. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Bien, on en vient donc au dernier moment, le sauvetage de Tyrion, et c'est facile. Alors, comprenez-moi bien, je suis très content que Tyrion s'en sorte, vraiment, hein. J'avais eu peur l'espace d'un instant, mais il va s'en sortir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment. Mais honnêtement, ça sent la grosse facilité qui ne devrait pas marcher du tout. Mais genre du tout. Parce que voilà ce qui se passe. Jaime a prévu de le faire s'évader. Donc déjà, sa cellule n'est pas gardée. Ou alors ils ont tous été soudoyés par Jaime, peut-être, j'en sais rien. Et Tywin ou Cersei ne font absolument rien, n'ont rien prévu en termes de garde, d'assurance comme quoi il pourrait se tirer. Quoi. Non, 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 non. Il peut se barrer de là sans être trop surveillé, et Jaime peut faire ça.
C'est pas un problème. De plus, Varys a prévu un moyen de pouvoir le faire tirer de là, en dépit du fait qu'on le soupçonnait un peu d'être cul et chemise avec lui, si vous me pardonnez l'expression. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment personne ne ferait gaffe à ce que fait Varys à ce moment-là, ne serait-ce que Cersei Tywin déjà, et surtout pour quelque chose de si grave que ça, quoi. Après tout le pataquès qui a amené le procès de Tyrion, le duel judiciaire, etc., il n'est pas surveillé et on laisse Jaime et Varys faire tout ce qu'ils veulent sans qu'on les surveille particulièrement. C'est de la grosse facilité, hein, mais vraiment de la grosse facilité. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, vous auriez peut-être pu trouver quelque chose de plus réfléchi que ça. Parce que ce qui va venir ensuite par rapport à ça, non pas que ça m'a déplu, mais j'ai le sentiment que c'est moyennement mérité dans la mise en scène au sein même de cet épisode. Parce que c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile ce que vous mettez en place. C'était exactement la même connerie avec Gendry dans la saison précédente, où Davos l'avait fait fuir parce qu'il voulait pas que son oncle lui fasse du mal. Et il devrait être super surveillé par rapport à ce qu'il représente, etc. C'est pareil avec Tyrion, mais les responsables des cellules sont des putains de quiches. Voilà. C'est des cellules de monde de RPG, vous savez, presque. C'est-à-dire que, ouais, il y a quasiment personne pour garder ça, il suffit que quelqu'un s'infiltre rapidement, et puis pouf, voilà, tout s'arrange presque. C'est quasiment ça. Et c'est du foutage de gueule, je trouve. Du foutage de gueule. En tout cas, ouais, ça va amener à ce que Tyrion ne rejoigne pas tout de suite Varys, parce que il va un petit peu... il y a quelques petites choses à régler avant de partir. Donc il suit quelques passages secrets, parce qu'il connaît bien le château, pour se rendre à la salle du trône et dans les appartements de Tywin. Alors il a énormément de chattes que personne soit là pour surveiller quoi que ce soit. Vraiment, quoi, il n'y a personne dans le château, quoi. Ils sont tous dans leur chambre, j'imagine. Personne pour surveiller quoi que ce soit durant la nuit. Ça me paraît un peu aussi moyennement réfléchi. Peut-être parce qu'ils sont en situation de paix, ils font moins gaffe. On va dire que c'est ça, on va dire que c'est ça. Et ouais, ce qui fait que lorsqu'il se rend dans la chambre de Tywin, et donc la chambre de la main du roi, il voit Shae. Shae qui attend de façon très lascive son chéri Tywin. Elle dit bien, Tywin, mon amour, tu es revenu. Et ouais, c'est la grande confrontation entre Tyrion et Shae qui se disent rien, hein, c'est juste, ils se voient, ils comprennent qu'il n'y a rien à discuter, ils essayent de s'entretuer, avec Tyrion qui finit par l'étrangler. Et on sent vraiment ce que ça représente pour lui, le cœur qui se craque pour lui à ce moment-là. Et je pense que c'est le moment le plus fort autour de Shae dans toute la série. Je pense que c'est à peu près le seul moment, ça et le passage lors du procès de Shae, c'est les seuls moments de Shae où j'avais l'impression que ça justifiait quelque chose, ce personnage. La présence de ce personnage n'a pas amené à rien. Voilà, c'est à peu près que ça. Et ça fait passer un peu le personnage pour une garce profiteuse, parce que ouais, elle a profité du fait de pouvoir dire des méchancetés sur Tyrion lors de son procès pour se mettre dans les bonnes grâces de Tywin. Enfin, c'est ce qu'on est censé en retirer, parce que bon, on va pas avoir plus de détails, hein, j'imagine. Et j'imagine aussi qu'elle a fait ça parce qu'elle s'est sentie vexée que Tyrion la traite mal, sachant qu'à chaque fois qu'il a voulu la faire partir, c'était pas pour continuer sa vie misérable. Il lui avait prévu un coin sympa ou créché où elle pourrait être contente et être en paix. Le temps qu'il puisse régler quelque chose, ça l'empêchait pas de pouvoir peut-être revenir. C'est aussi un truc qui m'a toujours un peu déplu dans Shae, c'est le fait qu'elle n'ait pas compris le grand tableau. Et elle réfléchissait juste par instinct. Et ça fait partie des trucs qui m'irritent un petit peu quand je vois certains personnages recevoir beaucoup
beaucoup de sel de la part des fans comme Jon Snow et Daenerys, comme quoi ils sont trop naïfs, ils réagissent pas de façon super réfléchie en pensant aux conséquences de tous leurs actes, etc. Mais le truc avec eux, c'est qu'ils essayent de bien faire, ils essayent de suivre de façon claire des idéaux justes pour eux. Et c'est ça qui fait que la période d'adaptation est assez forte à suivre de leur part. C'est juste quelqu'un qui apparemment est tombée amoureuse de Tyrion de façon très impromptue. À nouveau, hein, j'ai jamais trouvé que c'était particulièrement frappant à la fin de la saison 1, cette espèce de grand amour qui s'instaurait, hein, une fois de plus. Et là, durant tout le reste de la série, tout ce qu'elle aura fait, c'est obéir à ses caprices. Je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça, et si tu suis pas ce que je veux qu'on fasse, eh ben ça veut dire que t'as pas assez confiance en moi. Elle a jamais grandement pensé au grand tableau par rapport à ça, et a toujours cru que chaque fois que quelqu'un partait dans une direction plus réservée, moins directe qu'elle voulait, c'était parce qu'il se défilait. Hein, c'est Tyrion, en règle générale, hein, qui se défile pour elle. Et je trouve ça très écervelé comme façon de penser. Et elle a été comme ça du début à la fin, et c'est l'espèce de façon très vicieuse de se venger, comme quoi oh, il m'a brisé le cœur, maintenant je vais faire en sorte qu'il pourrisse bien pour marteler le dernier clou sur sa tombe lors du procès. J'ai trouvé ça... J'espérais peut-être un instant qu'on l'avait forcé, mais c'est même pas le cas. Et elle a sciemment voulu faire ça, et j'ai trouvé ça ultra vache et salaud de sa part, en dépit du fait qu'elle a dû se sentir mal qu'il l'ait insulté, sachant que à nouveau, quoi, si elle est vraiment intelligente, un tant soit peu intelligente, elle devrait quand même comprendre un petit peu qu'il force ça pour qu'elle parte. Si elle a jamais compris qu'une bonne partie de ses actes, c'était pour la protéger, en plus de lui, bien entendu, c'est qu'elle est complètement conne. Je suis désolé. Et apparemment, c'est l'impression qu'elle me donne, quoi. Elle agissait juste par caprice, et au bout du compte, ça en a pas fait un personnage très intéressant à suivre parce qu'elle n'a pas su grandement évoluer, elle n'a pas su grandement euh, changer petit à petit sa façon, sa vision des choses, s'adapter à ce qui lui tombait dessus, en gardant toujours la même vision butée qu'elle avait, contrairement à Jon Snow et Daenerys qui évoluent eux. Et ouais, je pense que c'est ce qui fait que c'est le personnage avec lequel j'ai le plus de mal dans cette série jusqu'à présent. Voilà, cela dit, vous avez bien su exploiter ça à la fin, puisque ouais, cette vision complètement butée et ultra fière d'elle, et ben ça l'a amené à trahir Tyrion et à recevoir la fin qu'elle méritait, en montrant davantage ce qu'elle représentait un peu pour Tyrion et en donnant un peu de drame autour de ça. Et j'avoue que c'était les moments les plus forts autour de Shah et Tyrion, les moments où elle l'a trahi. Et au passage, on saura jamais le passé de Sophie. Hein. Lorsqu'elle et Tyrion se rencontrent pour la première fois, ce dernier essaye de faire des hypothèses sur son passé, ce qui l'a amené à être dans la situation dans laquelle elle est, et à chaque fois il s'est planté. Enfin, d'après ce qu'elle lui a rétorqué. Et au bout du compte, on n'aura jamais vraiment d'explication à ça. Qui elle était vraiment, comment se fait-il qu'elle savait aussi bien se battre, parce qu'apparemment c'était une femme de caractère qui savait un peu se battre. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'elle ait ce passé-là et ce que ça l'amène à cette situation-là? Eh ben, on ne le saura pas. On ne saura pas son passé, en fait. Alors, c'est un manque, je trouve. Peut-être que ça m'aurait permis de davantage l'apprécier si on s'était davantage penché sur ce passé, mais voilà. Tout ce qu'elle représente, au bout du compte, c'est un moment de montagne russe émotionnelle pour Tyrion. Et au bout du compte, ça rend ça intéressant pour le personnage de Tyrion à la fin, mais en termes de personnage en soi, c'était pas intéressant. Sans intérêt pour moi, Jay. Voilà, c'est dit, puisque c'est sa fin. Je suis clair par rapport à mon ressentiment sur elle. Je suis pas fan et pour l'instant c'est le personnage le moins réussi de la série. Mais bon, il reste 4 saisons après ça, c'est pas impossible qu'on en mette d'autres qui me plaisent encore moins, c'est pas impossible, nous sommes d'accord. Enfin bref, après ça, Tyrion est complètement dévasté et avant de partir une fois de plus, il a beaucoup de chance que personne ne soit dans les couloirs, je rappelle, il décide de prendre une arbalète et de s'en prendre à son père Tywin qui est sur le trône.
mais pas sur le trône, sur le, le trône du pauvre, hein, il est sur son, son pot de chambre en gros, et donc c'est pas la meilleure position dans laquelle il se trouve, et ouais, c'est une dernière conversation entre Tyrion qui est plein de ressentiment envers lui et de haine, tandis que ouais, Tywin a vraiment, une fois de plus, cette vision très hautaine de lui, parce qu'il a toujours voulu qu'il meure. Et peut-être que ça aurait été bien pour lui qu'il le fasse, parce que maintenant c'est lui qui va crever de sa main. Ouais, c'est une dernière grande confrontation avant que Tyrion lui décoche 2 flèches de arbalète dans la poitrine et qu'il meure. Dernier grand moment où Tyrion se venge un petit peu de ce que Tywin a fait de sa vie en fait. Il a toujours été jugé et c'est Tywin qui a représenté le plus ça. Cersei en grande partie aussi, mais Cersei a été influencé en grande partie par Tywin par rapport à ça. Et donc, après ça, il décide de se barrer. Varys, au début, j'ai l'impression qu'il voulait rester, mais en entendant des espèces de sonneries dans le château qui, j'imagine, indiquaient que Tywin s'était fait tuer ou quelque chose comme ça, il s'est dit, ok, je vais pas rester là, je vais l'accompagner. Donc ils embarquent tous deux dans un bateau direction je sais pas où. Peut-être pour les Ériés, ce serait intéressant. Il retrouverait sa femme, ce serait intéressant à voir. Enfin, nous verrons par rapport à ça. C'était un bon épisode de conclusion, en dépit du fait que certaines mises en scène sont trop faciles, un peu trop grossières pour moi, hein, comme je l'ai dit. Et c'est ça qui amoindrit assez considérablement les émotions qu'on est censé ressentir. Je veux dire, le moment où Tyrion est complètement dévasté parce qu'il ce qu'il a vécu avec Shae, où il finit par se venger de son père. C'est très fortiche, hein, émotionnellement parlant, mais comme ça a été amené, c'est facile, trop facile pour moi. Et d'autres éléments comme ça, comme la façon dont va évoluer le parcours d'Arya aussi, c'est pas mal de trucs faciles qui s'enchaînent un petit peu. Je trouve ça un petit peu grossier, malheureusement, ça casse un petit peu le moment. Mais en dehors de ça, c'était pour la plupart de très bonnes conclusions d'arc et de nouvelles choses qui commencent, quoi. Après, j'irais pas dire que c'est un des meilleurs épisodes, mais il se débrouille très bien. Et ça me met la hype pour la saison 5. On verra un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'Arya va enfin retrouver son frère Jon Snow, ou retrouvera-t-elle son chéri un homme? Est-ce que enfin les marcheurs blancs seront mis bien avant et combattront Stannis? Nous verrons ça en détail dans la saison 5. À bientôt, bye.